graphiquement petit f peu grand f. Évidemment, quand elle existe. Que la densité n'existe pas toujours, mais voilà, quand je vous parle de la loi normale, eh bien, vous préférez utiliser ce graphique de gauche qui est pour vous plus lisible que le graphique de droite. On pourrait utiliser le graphique de droite pour dire voilà, j'ai des fonctions de répartition qui sont comme ci, comme ça, le S un peu plus étalé, un peu plus ramassé, mais on préfère commander. D'ailleurs, dans les normes IFRS, eh bien, si vous regardez les principes pour le risk adjustment vous avez 5 principes qui vous disent voilà, s'il y a plus de risques comme ci, on doit avoir un risk adjustment plus fort. Si on a plus d'incertitudes sur le timing, l'amplitude des cash flows, on doit avoir un risk adjustment plus fort, etc. etc. Et parmi les le vocabulaire employé, on parle de wider distribution et ça montre que dans l'esprit des concepteurs d'IFRS 17, eh bien, il y a un raisonnement graphique qui est plutôt basé sur la fonction de densité que sur la fonction de répartition. Donc, c'est vrai dans la classe, puisque vous m'avez tout de suite parlé de la courbe en cloche, c'est vrai dans la rédaction des normes comptables. Eh bien, en dimension 2, c'est pareil. On préfère utiliser graphiquement la densité de la calcul. Donc là, je fais un petit c. Et là, je fais un grand C. Qui est donc, cette fois-ci, hein, c'est la généralisation ici. En dimension 1, vous dérivez une fois la fonction de répartition pour avoir la fonction de densité. En dimension 2, il faut dériver 2 fois. Donc là, c'est bien un petit c. Et là, un grand c. Et évidemment, on préfère l'utiliser quand elle existe. Puisque même si vous avez un modèle continu pour les marginales, rien ne vous garantit d'avoir une densité pour la commune. Le modèle peut-être le plus simple dans lequel il n'y a pas de densité, c'est le modèle où vous avez grand U égale grand V, puisque dans ce cas-là, eh bien,
toute la masse de probabilité est concentrée sur la droite U égale B, enfin sur le segment U égale B. Et donc, vu que c'est un ensemble de mesures 0 dans le carré 0, 1 carré, vous vous doutez que du coup, la partie à densité de la copule est nulle, puisque toute la masse est concentrée sur un espace, un sous-espace de mesure nulle en dimension. Ok, donc ça c'est la densité de la copule, donc c'est pas très compliqué du coup par exemple de calculer la densité de la copule qu'on a vue avant là. Voilà, si vous avez par exemple un truc comme ça, et vous dérivez une fois par rapport à U, une fois par rapport à V. On ne va pas le faire, ça ne présente aucun intérêt, mais vous voyez que ça ne présente aucune difficulté. Alors pourquoi est-ce que c'est le cas? On va regarder ici une raison. La première raison, c'est que là ici vous êtes dans un espace à 3 dimensions. Sur le sol, vous avez les variables petit u et petit v, et l'axe des z verticales, ça serait des valeurs de grand C de UV, donc de la copule elle-même, pas de sa densité. Eh bien, tous les graphes de toutes les fonctions copules ont en commun ces points rouges. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que dès que vous avez une des deux coordonnées qui est nulle, la copule vaut 0. Donc vous avez C de U0 égale C de 0V égale 0. Donc ça vous donne les deux segments rouges au sol. Et puis, vous vous souvenez que C de U1 égale C de 1V est égal à U ou à V. Et donc ça vous donne les deux traits rouges en diagonale. D'accord? Et ensuite, la fonction copule, elle doit être croissante en dimension 2, elle doit être supermodulaire. On a vu que c'était tout increasing et que ça veut dire que, grosso modo, eh bien, elle doit généraliser la croissance en dimension 1. Donc ça, être croissant, enfin être 2 croissant, et ben, ça donne une forme qui globalement a tendance à monter, même si voilà, c'est une notion qui est un petit peu différente de la monotonie pour chaque marginal. Et donc, vous voyez ici deux exemples. En haut, c'est une première copule qu'on va appeler C1. Et en bas, c'est une deuxième copule qu'on va appeler C2. Et à gauche, il s'agit de graphes de grand C, donc de la copule à chaque fois. Et à droite, il s'agit des graphes de la densité, donc petit C1 en haut à droite, petit C2 en bas à droite. Normalement, si vous regardez les deux graphiques de gauche, eh bien, vous devez voir une légère différence, mais cette différence, elle est peu marquée. Elle est difficile à lire. Les deux fonctions copules, leurs graphes se ressemblent, puisque on a vu qu'elles avaient les mêmes points rouges et elles doivent être croissantes en dimension 2. Donc peut-être que celle du bas est légèrement plus bombée, mais c'est difficile à lire. Par contre, si vous regardez les densités en haut à droite et en bas à gauche, quelle différence vous voyez? Vous pouvez le dire informellement, hein, ouais. Déjà, c'est 2,0 ou pas 0. Si on regarde le bord en face de nous, là, on va dire que ça colle pas tout en bord, ça se met sur la gauche, en bas à droite. Celle en bas à droite? Celle en bas à droite, c'est 2,0. Alors, celle en haut à droite, la densité est quasiment plate. Donc, alors,
la densité, elle n'est pas plate à 0, parce qu'il faut que le volume en dessous fasse 1. Donc le niveau de référence, c'est 1. Donc la densité, elle est quasiment plate à 1 partout, sauf que c'est comme si on avait mis un petit oreiller ou un petit coussin en dessous des deux points, au fond à droite et à gauche devant. Donc la première, elle est quasiment plate. Celle du bas, elle, normalement, vous devez voir une espèce de chaîne de montagne au-dessus d'une des bissectrices. Et ça rebique beaucoup plus sur les deux points. D'accord? Est-ce que tout le monde voit cette espèce de plissement là qui est un peu, pas forcément super facile à voir, mais qui est bien fait? Donc, intuitivement, pour l'instant, c'est pas forcément facile à lire, mais en fait, ça veut dire que la première, elle se rapproche à peu près de la copule indépendante, et la deuxième, elle présente une corrélation plutôt positive entre les variables, puisqu'on voit qu'on a une concentration avec une espèce de chaîne de montagne au-dessus de la première bissectrice. Donc on va juste revenir un petit peu là-dessus. Si je regarde ici cette notion de densité, c'est le moment de revenir sur la formule du théorème de Sklaff.